Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Peut-être pas les questions de fond, mais et surtout, ah oui, un thème qui n'y a pas de question d'être. On est dans l'interdisciplinaire transversal entre art, sciences, etc. Le public a le droit de ne pas comprendre à tout moment. Voilà. Oui. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Gilles Allaire, je suis agronome de formation, ingénieur agro, mais j'ai évolué comme économiste, et comme économiste, je suis parfois à tendance sociologiste, c'est-à-dire l'économie qui s'intéresse aux institutions, plutôt l'économie politique. J'avais indiqué aujourd'hui à Juliette que j'allais intervenir sur deux thèmes, industrialisation et socialisation de l'agriculture. C'est assez vaste et je pense que j'interviendrai plus sur industrialisation d'une certaine façon. Et d'autre part, ça va être un peu une série d'idées et donc on pourra s'interrompre si nécessaire à différents moments. En fait, l'objectif, c'est de présenter un bouquin collectif que je viens de diriger avec un collègue du CIRAD qui s'appelle Benoît Daviron. Bon, j'en ai amené. Ceci dit, le PDF est gratuit sur le site Quae de l'éditeur. Donc, Juliette m'a également demandé de faire une petite introduction pour voir à partir de quelles questions, enfin de quels problèmes arrivent à partir de... quelle est l'origine de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cet ouvrage qui s'appelle, dont le titre n'est pas extraordinaire, qui s'appelle « Transformation agricole et agroalimentaire entre écologie et capitalisme », est d'une certaine façon, non pas la continuation, mais un peu une suite d'un ouvrage collectif également que j'avais publié en 1995 avec Robert Boyer, et qui s'appelait « La grande transformation de l'agriculture », un peu avec une référence à l'idée de grande transformation de Polanyi, et dont le sous-titre était « Lecture régulationniste et conventionnaliste de l'agriculture ». Bon, dans ces années-là, et ça avait intéressé un certain nombre de chercheurs de l'INRA notamment, disons, il y avait deux théories un peu dissidentes de l'économie, une qui s'appelle l'économie de la régulation. Donc, comme je ne connais pas votre background, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et une autre qui s'appelait l'économie des conventions, avec des auteurs comme Favreau, Thévenot, Salé, etc. Et disons, cet ouvrage de 1995, d'une part, on avait développé... Alors, la régulation, si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, c'est de partir de l'idée, si vous voulez, un peu du cycle de production qu'on trouve chez Marx. C'est-à-dire que d'une part, il y a de l'argent qui permet d'acheter des moyens de production, puis on produit, puis on vend plus cher, et ça fait une plus-value. Alors ça, évidemment, c'est possible que s'il y a des gens pour acheter la production, donc je ne vais pas développer. Donc ce cycle-là de la reproduction du capital, c'est un peu le point de départ. Et avec l'idée que, donc c'est ce que la théorie de la régulation appelle un régime d'accumulation, et que donc il y a une certaine, pour que ça fonctionne, une certaine coïncidence entre les normes de production, les normes de consommation, et que ça, régulièrement aussi, ça rentre en crise, et que pour assurer la continuité d'un régime d'accumulation, il y a l'idée d'un mode de régulation, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'institutions qui permettent ça. Bon, bref. À ce moment-là, il y avait l'idée que cette régulation, qui renvoie à l'ensemble du cycle économique, on peut en avoir une approche sectorielle. Et c'était l'originalité un peu de cet ouvrage. Il est un peu connu pour avoir développé, sur le cas de l'agriculture,
cette notion de régulation sectorielle. En même temps, c'était à la fois donc un point important, une sorte d'innovation institutionnelle, cet ouvrage, mais en même temps une difficulté, parce que la régulation d'un secteur, au sens de la régulation d'ensemble, nous insère un peu dans un seul régime d'accumulation. Donc, en l'occurrence, la notion de Fordisme vient de cette école de la régulation. Donc, l'idée du bouquin, c'était la régulation sectorielle dans le cadre de l'agriculture du Fordisme. Et en fait, on peut voir que l'agriculture, les formes économiques, les formes sociales peuvent évoluer aussi sur longue période. Donc là, il y avait un premier décalage qui nous préoccupait. La deuxième aussi question qui motive plus profondément ce second ouvrage, c'est que la régulation aussi suppose que le mode développement, c'est-à-dire à la fois le mode de régulation et le régime d'accumulation, correspond, si vous voulez, à un cadre national. Et donc ça nous paraissait, surtout depuis les évolutions récentes, ce premier bouquin avait été écrit en 1995, ça nous paraît un peu une limite de considérer, si vous voulez, l'agriculture uniquement là, et c'est donc intéressant de prendre une vue plus large, et donc cette vue plus large nous amène à des auteurs qui ont plutôt considéré, c'est plutôt des auteurs anglo-saxons, qui ont plutôt considéré, disons, un système des États mondial avec des hégémonies. Et dans l'histoire, on distingue généralement, j'y reviendrai, une première hégémon qui était les Provinces-Unies, la Hollande, puis l'Angleterre, puis les États-Unis, puis maintenant un point d'interrogation. Donc c'est un peu le point de départ de cet nouvel ouvrage qui d'une part associe des auteurs, aussi des auteurs anglophones, et qui sort du cadre français ou européen, et puis surtout qui prend une vision historique bien plus grande, bien plus large, puisqu'on s'intéresse à l'évolution de l'agriculture, mais à travers un temps très long. Donc, dans la première partie, donc ça c'est ce qui motive le point de départ. Première partie, donc sur l'illustration de l'agriculture. Bon, il y a pas mal de textes parce que ça me sert un peu de pense-bête. Bon, la première idée, c'est que ce terme d'industrialisation, il est très souvent utilisé dans la littérature scientifique, économie ou sociologie rurale, mais je pense aussi plus largement pour rendre compte des transformations du secteur agricole dans les pays développés depuis la Seconde Guerre mondiale, donc plutôt dans une période récente. Mais en même temps, ce terme, il est en général peu discuté et peu défini. À l'époque du premier bouquin dont je parlais tout à l'heure, d'un point de vue un peu régulationniste, je dirais que l'industrialisation correspond à une conception industrielle de l'organisation, y compris le mode de production des savoirs. Et donc c'est à la fois un mode d'organisation de type industriel et aussi une dépendance à des volumes croissants d'input d'origine industrielle. Mais à ce moment-là, on n'avait pas vu la dimension plus globale sous l'angle technique et sous l'angle métabolique, ce dont je vais parler un petit peu de ce processus. Parler d'industrialisation de l'agriculture, il y a juste une petite chose que je voudrais dire également, c'est que souvent l'idée de l'industrie ou de la grande industrie que Marx distingue de la manufacture correspond à des grandes organisations généralement dirigées par des ingénieurs. Et on se dit, bon, l'agriculture, c'est des petites fermes, etc. En fait, contrairement aux apparences, dans l'agriculture qu'on appelle parfois moderne, dans l'agriculture industrielle, les grandes organisations ne manquent pas. C'est-à-dire d'abord, il y a les grandes coopératives qui sont aussi dirigées par des ingénieurs, mais il y a aussi des grandes organisations qui permettent l'utilisation de semences ou d'animaux sélectionnés. Dans le livre, on a un chapitre sur l'histoire de la race Holstein,
qui représente actuellement 80% des races laitières au niveau du monde. Et donc, la Holstein, c'est une grande organisation à l'échelle du monde, la race Holstein. Donc, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait voir en apparence, les grandes organisations, cet aspect-là ne manque pas dans l'agriculture. Et donc, l'étude de l'industrialisation, c'est la deuxième idée, a donné lieu, qui est je vais le préciser, à un processus de substitution dans le domaine de l'énergie et de la matière. Ça a donné lieu à des travaux sur ce qu'on appelle le métabolisme socio-économique ou les transitions socio-écologiques. Ce sont des travaux qui ont été peu développés en France. Ils ont été développés notamment par des économistes autrichiens depuis les années 1980 à peu près. Et donc l'idée, le concept de métabolisme socio-économique, ça décrit les échanges physiques qu'il y a entre les sociétés humaines et leur environnement naturel du point de vue des flux d'énergie et du point de vue des matériaux. Et je vais revenir, les auteurs qui mettent en avant cette idée de social métabolisme, ils font des grandes périodes de l'histoire. Ils vont distinguer les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les sociétés agraires, les sociétés industrielles. Et là aussi, d'ailleurs, se pose un point d'interrogation, est-ce qu'il y a quelque chose après les sociétés industrielles? Et donc, on va voir que dans ces grandes périodes, la consommation d'énergie par habitat, de matériaux, etc., est assez différente. Et donc, ce qu'on peut appeler l'industrialisation de l'agriculture, ça s'inscrit dans le cadre d'un changement de régime métabolique, donc ce passage des sociétés agraires aux sociétés industrielles, avec l'utilisation de la biomasse fossile, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, et avec le passage de ce que, avec mon collègue Benoît, c'est plutôt des expressions qu'il a mis en avant, le passage de ce qu'on appelle des sociétés ou des économies solaires à des économies minières. Dans les sociétés solaires, c'est des sociétés qui reposent essentiellement sur l'utilisation de la biomasse qui est liée à l'énergie solaire, aussi sur d'autres sources d'énergie comme le vent, l'eau, etc., mais qui d'une certaine façon sont aussi un petit peu liées au fonctionnement de l'économie solaire, enfin du soleil d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'on les appelle solaires. Et donc à ce moment-là, la biomasse apporte le combustible, les fibres, les peaux pour s'habiller, les matériaux pour se loger, etc., l'énergie thermique, mécanique. Elle joue aussi un rôle essentiel dans l'entretien des sols. Et donc l'industrialisation de l'agriculture a foncièrement et fondamentalement reposé sur un colossal accroissement de la consommation de l'énergie et d'extraction de l'école terrestre. Et comme selon le premier principe de la thermodynamique, rien ne se perd, rien ne se crée, ça correspond à autant de production de déchets. Je vais passer sur les déchets. On développe un peu cette histoire de déchets parce que certains auteurs montrent quand même pour métaboliser les déchets, c'est possible qu'en fait dans un système vivant. D'ailleurs, ça m'amuse un peu parce que maintenant on voit que pour résoudre des problèmes des océans de plastique, on a trouvé des bactéries ou des algues, je ne sais pas quoi, qui grignotent le plastique. Donc, en tout cas, il y a un élément de réflexion autour des déchets que je ne vais pas trop développer. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est que au point de vue des idées, c'est que ce passage d'un système reposant sur l'énergie solaire à un système reposant sur l'énergie fossile, ça permet de séparer le système énergétique de l'utilisation des terres. Avant, si vous voulez, l'utilisation des terres était complètement limitée par le système économique. Là, ça permet de séparer, d'autant qu'on va utiliser des énergies fossiles. C'est-à-dire que l'agriculture, de productrice d'énergie, va devenir consommatrice d'énergie. Et ça abolit d'une certaine façon les limites à la croissance économique. Et comme vous le savez, cette transition métabolique au niveau global a rendu possible
une croissance démographique sans précédent et une augmentation massive de consommation de matière et d'énergie par habitant. Le deuxième point au niveau des idées qui est important peut-être à considérer par rapport à cette transition, c'est que finalement l'accumulation suppose un échange inégal de matière et d'énergie. Parce qu'il peut y avoir accumulation que par extraction d'une certaine façon, soit de matériaux, d'énergie, et transfert de matière et d'énergie d'une région à une autre. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des collègues historiens, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, qui ont écrit un bouquin au Seuil sur le moment anthropocène, où ils analysent un petit peu, d'un point de vue d'historien de la société, à quoi correspond le moment de l'Anthropocène, l'Anthropocène étant un moment plutôt désigné par les géologues, où l'humanité, disons, intervient dans les processus géologiques, ce qui est lié à ce passage-là, à ces sociétés dites industrielles. Et on a repris dans l'ouvrage un chapitre qu'ils ont ajouté à la deuxième édition de leur bouquin au Seuil, qui s'appelle Capitalocène, dans lequel ils analysent très en détail justement. Ils montrent que finalement, l'Anthropocène, ce n'est pas l'humanité qui est responsable de l'Anthropocène. Leur thèse, c'est que c'est le capitalisme et pas l'humanité. Et ils insistent beaucoup, ils montrent des exemples très intéressants, mais je vais en montrer un petit peu rapidement aussi tout à l'heure. D'échanges écologiques inégaux. Dans une première phase, c'est essentiellement le charbon et qui va permettre, bon, ça c'est la phase de la révolution industrielle et de l'hégémonie de l'Angleterre, qui correspond à cette première phase. Ça amène des mutations importantes sur le terrain de l'énergie mécanique, thermique, etc. Et ça révolutionne le transport, comme vous savez, et plus d'ailleurs le transport terrestre que maritime, parce que maritime, avec le vent, enfin, on avait déjà les moyens de transport maritime. Et finalement, ça donne accès aux pays et villes européens où se fait l'accumulation capitaliste. Ça donne accès à ces pays à des territoires lointains, à des ressources lointaines, dont les forêts, en Amérique, en Asie, en Océanie, etc. Et dans une première phase, donc, cette logique minière, c'est pas seulement l'extraction du charbon, elle se manifeste par aussi l'exploitation et l'épuisement de la fertilité naturelle des sols. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas que les coûts de transport des matériaux qui deviennent moins chers, il y a aussi les coûts de migration, je vais y revenir, donc tout ça repose aussi sur beaucoup de déplacements d'hommes et de femmes. Et ce que nous on appelle logique minière, c'est un point que je n'ai pas le temps également de développer, va avec l'idée de front pionnier. C'est-à-dire qu'il y a, et à partir de l'Europe, mais pas seulement, c'est une histoire plus complexe, il y a une extension, c'est-à-dire l'agriculture s'étend d'abord comme ça dans des territoires qui étaient plus ou moins vierges, ou dont on a supprimé les habitants, comme en Amérique du Nord. Et au fur et à mesure, et c'est le cas de l'Amérique du Nord d'ailleurs au 19e, au fur et à mesure que s'étend la frontière, on épuise les sols. Donc en fait, les fronts pionniers, c'est une façon de miner la fertilité des sols. Donc cette logique est essentiellement une logique minière. Dans la seconde phase, qui est associée au pétrole et au gaz, qui va plus correspondre à la domination américaine, le rapport aux ressources biotiques est bouleversé plus profondément, parce que en parallèle, il s'effectue, enfin, en parallèle se développe la chimie à partir de la biomasse, enfin, en ce cas-là de la biomasse passée, parce que le pétrole, le gaz, le charbon, c'est aussi de la biomasse, mais c'est de la biomasse passée, qui n'est pas renouvelable au rythme de la vie humaine.
Et à partir de la chimie va générer, à partir de cette biomasse, des produits de synthèse. Et le premier débouché de la chimie va aussi être l'agriculture. Donc pour l'agriculture, il y a deux choses qui s'opèrent par rapport à la logique précédente. D'une part, il y a la production au niveau du maintien de la fertilité des sols avec la synthèse de l'ammoniac, puis après avec les pesticides. Et puis au niveau de la consommation finale, il y a le fait que l'apparition de tous les substituts synthétiques va réduire tous les usages non alimentaires des produits agricoles. C'est-à-dire que le fait que l'agriculture soit consacrée à l'alimentation, c'est quelque chose qui arrive au XIXe siècle, quoi. Et encore au cours du XIXe siècle, à cause de cette substitution. J'y ai fait allusion, il n'y a pas que dans cette transformation, il n'y a pas que le transport, il y a aussi toutes les migrations de populations européennes, asiatiques, etc. Et ce siècle se distingue aussi par une migration massive de travailleurs libres, non pas simplement comme les esclaves ou les du passé. Alors, il y a un point sur lequel je vais être également bref. Dans le livre, justement avec Benoît, on a un chapitre où on regarde, si vous voulez, ce qu'il en est des échanges de biomasse à travers les différentes hégémonies dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, on remonte avant la révolution industrielle et on s'intéresse déjà à l'hégémonie des Provinces-Unies, enfin de la Hollande, Amsterdam. C'est assez intéressant parce que c'est aussi la première fois, il y a une mobilisation qui se fait via la création de marchés lointains. Et en fait, c'est lié aussi à la bourse d'Amsterdam, on va voir le prix du blé en Russie, etc. Tout ça lié à la bourse d'Amsterdam. Donc il y a un transfert de biomasse qui se fait vers. Alors l'agriculture hollandaise à ce moment-là a des caractéristiques qui permettent ça, dès le XVIe siècle, dès le XVIIe siècle, avec une population urbaine importante. 42% en Hollande et 12% en France à ce moment-là. C'est lié aussi à déjà une intensification de l'agriculture. Il y a déjà un certain nombre de conditions. Et à partir du marché d'Amsterdam, il y a une certaine redistribution des produits qui sont là concentrés. Mais on a une phase où l'hégémonie, du point de vue de la récupération, si vous voulez, de la biomasse qui sert au développement, se fait via l'extension d'un marché. C'est différent et la révolution industrielle va changer les choses, et avec deux configurations hégémoniques qui vont se succéder. L'hégémonie du Royaume-Uni, bon, là aussi je ne vais pas discuter en détail et pourquoi le Royaume-Uni, il y a des débats très intéressants à ce moment-là, à cette époque-là, et non pas la Chine, parce qu'il y a des provinces du Chine qui avaient à peu près le même niveau de développement, mais bon, où ne s'est pas fait la révolution industrielle, elle s'est fait au Royaume-Uni pour plusieurs raisons, y compris la proximité des sources de charbon, enfin un certain nombre de choses. Et puis, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui est invoquée par les historiens. Et donc l'hégémonie du Royaume-Uni, elle s'accompagne d'une division internationale du travail dans laquelle l'ensemble de la planète finalement est mobilisé pour approvisionner les marchés mondiaux de biomasse qui sont centrés sur l'Europe. Et donc là, on a une croissance de la production de biomasse et de sa centralisation d'une certaine façon qui est horizontale, parce qu'elle est basée sur de multiples fronts pionniers dont je parlais tout à l'heure, qui sont portés par le développement du chemin de fer et les migrations massives. L'hégémonie des États-Unis est complètement différente. Elle se traduit par un bouleversement important de la place de l'agriculture dans le métabolisme, parce que c'est à partir de ce moment-là, effectivement, d'une part,
elle est spécialisée sur la fourniture d'aliments et l'agriculture devient, comme je disais tout à l'heure, consommatrice d'énergie et non plus fournisseuse comme elle l'avait toujours été auparavant dans l'histoire humaine. Pourquoi les États-Unis, eux, c'est un continent, en fait, hein, qui va permettre, qui va permettre à la fois donc, un phénomène de frontière à l'intérieur du pays. Il y a aussi les ressources pétrolières hein, qui vont être utilisées aux États-Unis, qui vont changer la donne. Mais cet aspect, cet aspect important des États-Unis est un peu le point de départ, mais ça commence un peu par une crise. À la fin du XIXe siècle, en fait, il y a une crise agricole importante aux États-Unis, parce qu'à la fin, c'est la fin de la frontière. Bon, j'ai quelques graphiques, si besoin, je peux les montrer. C'est la fin de la frontière. Donc, il y a une baisse aussi des rendements de la production qui est importante. Et il y a aussi un autre élément qui va changer complètement la donne, c'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays belligérants vont en fait tirer un peu comme leçon de la guerre l'idée qu'il faut avoir une autonomie, une sécurité alimentaire. Hein. Donc je vais y revenir. Donc va se développer un modèle et des politiques agricoles nationales, d'abord aux États-Unis et puis dans le nord une partie de l'Europe, et qui vont donc développer une agriculture qui est plus orientée sur le niveau, l'approvisionnement, la sécurité alimentaire au niveau national. C'est-à-dire que la division internationale du travail qui avait été imposée qui avait été liée mais liée à l'hégémonie anglaise, est remise en cause par la généralisation de ces stratégies d'autosuffisance. Le système, après la Seconde Guerre mondiale, qui se met en place d'échanges internationaux, le GATT, fait une exception sur l'agriculture et permet effectivement que se développent des politiques nationales. Donc en fait, cette évolution, elle va être contestée depuis maintenant 2 ou 3 décennies quand même. D'une part, elle a été remise en cause, cette possibilité de politique agricole nationale a été remise en cause avec la création de l'OMC. C'est 1995, hein, le début de l'OMC, et en même temps, elle est contestée du point de vue de ses conséquences environnementales. Notre point de vue c'est que néanmoins l'exploitation, ou ce qu'on peut appeler aussi la colonisation plus en profondeur du vivant, il se poursuit. Ça reste la logique. Ça reste la logique avec les OGM. Quand je parle des OGM, je ne parle pas des OGM sur la pyrale du maïs, etc., mais des OGM qui produisent les médicaments, etc., puisque une grosse partie... Et puis avec la génomique c'est la génétique basée sur le génome, sur l'analyse du génome. Et depuis depuis 2009, depuis moins de 10 ans, ça a complètement bouleversé la sélection animale, la biologie médicale. Et c'est toujours une exploitation plus en profondeur du vivant. Donc, nous, il ne nous semble pas qu'à l'échelle du monde, actuellement, on assiste à une crise de l'industrialisation de l'agriculture. Actuellement, aux États-Unis, en Chine, se multiplient des fermes de plusieurs dizaines de milliers de vaches. La mécanisation décolle en Afrique. Il y a un perfectionnement des techniques, par exemple, pour mobiliser et utiliser l'eau. Il y a une industrialisation des filières de biocarburants qui bloquent les modèles locaux d'autonomie énergétique, etc.
Donc, disons, pour nous, les années 90 sont bien des années de crise de l'agriculture du Fordisme, pays développé, qui reposait sur des politiques nationales. C'est le début de la fin de l'hégémonie américaine, quoique ce ne soit pas fini. Mais du point de vue plus global, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'assiste pas, est-ce qu'on assiste à une crise du modèle ou en fait aux effets de sa diffusion, y compris aux effets en retour sur les pays développés de la diffusion du modèle à l'échelle du monde. Alors évidemment, par rapport à ça, et notamment les gens qui s'intéressent maintenant à ce qu'on appelle la bioéconomie, etc., on peut avoir deux visions. Donc on a des chapitres aussi qui mettent en place ces deux visions. Une vision qui correspond effectivement à une exploitation toujours plus poussée de la biodiversité et une vision plus agroécologique qui correspondrait, alors l'agroécologie, on peut avoir une vision aussi de l'agroécologie qui peut aller dans le sens d'une vision, on peut avoir une vision intensive, je dirais, de l'agroécologie, mais on peut avoir une vision de l'agroécologie qui s'inscrit plus dans une logique de subsistance, de bonne vie, qu'une logique de profit. La socialisation de l'agriculture, c'est une autre façon d'analyser, de présenter l'évolution de l'agriculture, plutôt, disons, autour du XXe siècle. Ce qu'on appelle socialisation de l'agriculture, c'est, si vous voulez, le fait que l'agriculture, sans les modalités de gouvernement de l'agriculture, tant par les politiques agricoles dont j'ai parlé se développer dans un cadre national, etc., et que par l'organisation des marchés, parce que derrière les marchés, il y a des normes, il y a de l'organisation, etc. Donc c'est ce processus qui s'étend de la fin du 19e à la période actuelle sous des formes historiques très diverses. Ce qui m'intéresse, mais ce que sur le plan théorique je vais très peu développer là dans cette présentation, ce qui m'intéresse, c'est que cette socialisation de l'agriculture peut être mise en rapport avec une idée qui est peu exploitée par les économistes en France, qui vient d'un vieil institutionnaliste américain, John Commons, et qui est l'idée de développement, de l'émergence de ce qu'il appelle la propriété intangible. Je vais en parler un petit peu, je vais définir rapidement tout à l'heure, et qui prend plusieurs aspects. Ça, c'est le dernier chapitre du livre que j'ai écrit. La propriété intangible, elle va concerner tant ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, la propriété commune, la propriété sociale. Et ce que je voudrais montrer, c'est que, y compris dans ce qu'on appelle les communs ou la propriété sociale, il y a une ambivalence, c'est-à-dire que les communs, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément voilà. Donc c'est cette idée-là sur laquelle je vais être obligé d'aller vite. Donc déjà, ça ressort dès les institutionnalistes américains du début du siècle ou de la fin du 19e, Ely, Commons, Veblen, pour ceux qui connaissent un peu cette littérature, part de l'idée de la socialisation de la propriété. C'est l'idée que la propriété privée, elle n'évolue pas au gré, dans l'histoire, des seuls intérêts particuliers, mais autant, enfin c'est une phrase de Richard Ely, mais autant de la société tout entière. C'est-à-dire par la loi, la propriété privée est peu à peu socialisée. C'est pas socialisé au sens de la collectivisation, au sens de l'arrivée du socialisme de type URSS, mais c'est simplement l'idée qu'il y a un certain nombre de règles légales et des règles aussi de responsabilité, on peut d'une certaine façon, qui viennent limiter les droits du propriétaire. Donc ça, c'est un élément important. C'est un élément important et pour Commons, ça va être une série d'évolutions, de transformations. Lui, il distingue entre la propriété matérielle, la propriété incorporelle, qui sont les dettes, et puis cette propriété intangible. Il dit la propriété intangible sont des droits sur les valeurs futures.
Alors on le voit, j'ai parlé tout à l'heure de la propriété, ce que certains auteurs comme Castel ça appellent la propriété sociale, c'est des droits comme ça. La propriété sociale, c'est des droits d'accès que vous pouvez avoir, c'est pas tangible, à des soins par exemple, hein, c'est ce genre de choses, ce sont des droits d'accès. Pareil, la propriété des communs, les règles dans un commun sont aussi des droits d'accès, des droits de management. Et si vous avez un droit d'accès à un commun, même si c'est un commun intellectuel ou si c'est un commun matériel, vous allez prélever des ressources pour un revenu futur. Donc, quelle est la valeur de cette propriété commune? C'est un droit sur des valeurs futures. C'est pareil, disons, de la propriété intellectuelle, y compris si elle prend la forme, moi j'ai pas mal travaillé sur les indications géographiques, une forme particulière de propriété intellectuelle, parce qu'elle est aussi commune. C'est un droit sur une valeur future. Donc c'est cette point-là. Oui. Peut-être juste définir les communs, parce qu'on ne connaît pas tous les économistes, même si c'est très à la mode à l'heure actuelle, les communs. Des exemples. Oui, les communs sont c'est simplement l'idée qu'il n'y a pas que la propriété privée et l'État pour gérer l'accès à des ressources, et que donc généralement les acteurs ont trouvé des solutions pour, dans une situation où il y avait des ressources inséparables, certains partagent, donc pour utiliser un lac, pour utiliser une réserve de pêche, pour utiliser une forêt, ils ont trouvé un certain nombre de solutions. Ces solutions impliquent des règles et peuvent être définies à travers des droits, un droit d'accès, un droit de changer les règles, etc. Cet ensemble-là, comme forme de propriété, à ceux qui en bénéficient, en fait, ça ne donne pas quelque chose de tangible, mais ça donne un accès sur des valeurs futures. C'est ce qu'il y a de commun, finalement, à travers ces différentes formes de propriété, de propriété. On a du mal en français de prendre cette propriété. Il ne faut pas confondre propriété et droit de propriété. Il y a une variété de droits de propriété. C'est quel est le sens de la propriété, d'une façon générale. Donc, elle peut être matérielle. Ce bouquin m'appartient, peut-être incorporel. Et quand elle est intangible, ça veut dire que ce sont des droits qui sont sur le futur. Bon, cette socialisation de l'agriculture, ça correspond, mais je ne vais pas le développer parce que le temps passe, aux politiques agricoles qui se développent, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé aussi du changement des années 90. Évidemment, je suis forcément bref là-dessus. Je parle d'un mouvement qui est dans l'ensemble du temps, enfin dans l'ensemble du siècle. Mais effectivement, il y a depuis les années 90, avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, il y a, puis vous le voyez, une remise en cause. Parfois, on parle de remise en cause de l'État social. Il y a certains éléments, effectivement, de remise en cause de l'État social. Il y a une libéralisation des politiques agricoles. Donc, on n'est plus uniquement dans le cadre de ces politiques nationales. Et il y a une logique transnationale qui se développe et une logique transsectorielle. Il y a un collègue américain qui a un chapitre dans l'ouvrage qui s'appelle Laurence Bush, qui a développé cette idée en parlant d'un régime tripartite, d'un régime de normalisation tripartite. Enfin, en anglais, c'est TSR, Tripartite Standard Regime, ils associent en fait la production des standards, les certifications, les accréditations, et ils montrent que ça s'établit un système de gouvernance privée à l'échelle mondiale, qui est au-delà des entreprises industrielles et qui permet de créer des marchés mondiaux. Pour prendre juste un exemple pour être hyper concret, si je prends EcoCert qui certifie la bio, EcoCert, il est né, c'est une petite association dont un collègue à moi était président à l'île Jourdain, à 20 km de Toulouse. Maintenant, c'est une multinationale, quoi. Et il s'est développé, là c'est une phrase de Larry, enfin de Laurence Bush,
une énorme bureaucratie internationale composée d'organismes de normalisation, d'entreprises de certification, d'organismes d'agrégation, de développeurs de mesures, de collecteurs et d'analyse de données. Tout ça a été mis en place pour créer des marchés mondiaux. Et ça devient une énorme bureaucratie, en fait. Ce qui m'amène à une réflexion, alors je ne sais pas si c'est de la science, une réflexion politique. En fait, les deux caractéristiques essentielles de ce XXe siècle, d'une part, c'est l'invention de la guerre totale, ce qu'on peut appeler la guerre totale, et la socialisation du capitalisme. C'est pour ça, moi je me pose la question, parce que quand j'explique que c'est un siècle de socialisation, on me dit, mais quand même, il y a aussi les guerres et tout ça. En fait, c'est pas forcément ces deux caractéristiques qui sont certes antinomiques, mais non plus pas complètement, parce que l'économie de guerre, c'est finalement une forme ultime de la socialisation. Mais c'est deux mouvements de fond qui s'entrelacent. Là, il y a un mouvement de fond qui est celui du progrès social et économique, on peut dire, qui est identifié la socialisation de la propriété, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc par l'institutionnalisme américain à la fin du XIXe, qui associe croissance de la production marchande et socialisation du capitalisme. C'est ce mouvement, cette espèce de mouvement, souvent on appelle progressiste. Et là, je donne l'exemple de Keynes, vous avez peut-être, mais je vous conseille, c'est gratuit sur Internet, puis c'est paru, il y a un petit bouquin avec une préface d'André Orléans. Keynes écrit en 1930 à ses petits-enfants. C'est au moment où commence la crise des années 30. Et ce que Keynes se prévoit, c'est que dans moins d'un siècle, l'humanité aura résolu son problème économique. C'est-à-dire, bon, il distingue les besoins réels de besoins moins réels. On peut discuter sur cette distinction-là, mais il fait cette prophétie. C'est-à-dire que donc, voilà, si on regarde les choses dans leur tendance, même en 1930, il peut faire cette prophétie. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce petit bouquin, je trouve ça passionnant parce que ce qui montre, on peut discuter la prophétie de Keynes et son analyse des besoins qui est derrière, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre que ça va bouleverser complètement notre rapport au travail et à tout. Parce que, en fait, l'humanité est complètement polarisée sur résoudre le problème de l'économie. Et que si on n'a plus ce problème à résoudre, qu'est-ce qu'on va faire du temps? Alors, ce que dit André Orléans, c'est que depuis qu'il y a eu la télé et qu'on passe des heures devant la télé, mais enfin, ce n'est qu'une image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du temps? Et l'autre chose que je trouve très intéressante chez Keynes, ce petit texte de Keynes, c'est qu'il dit non seulement l'humanité, disons, toute notre culture, nos institutions sont orientées vers la résolution de ce problème dont il prévoit la fin, enfin, ça c'est discutable, et il dit c'est lié à l'idée de l'intentionnalité, c'est que les hommes sont doués d'une intention. Et qu'au fond, c'est ça, et on recherche une sorte d'immortalité, en fait, en ayant, il donne un exemple, enfin, il prend un exemple qui est lié à des histoires anglaises, il dit on n'aime pas son chat, mais les chatons du chat, ou puis encore les chatons des chatons, etc. Et il dit, il prend l'exemple aussi, plutôt que de manger un pot de confiture, ce qui va réjouir l'humain, c'est d'avoir une réserve de pot de confiture. Donc c'est un petit peu ça qui nous amène finalement qu'on a beaucoup de mal à sortir de cette idée qu'on a ce besoin de l'économie, enfin ce besoin de résoudre le problème économique. Alors sur la propriété intangible, et pour faire le pas avec ce que j'appelle l'ambivalence, en fait il y a deux lectures. La propriété intangible, bon, Commons l'a fait remonter au moment où en fait il y a une décision de la Cour suprême aux États-Unis qui va changer la valeur des actions d'une importante entreprise, je ne sais plus laquelle, à l'instant ça m'échappe, mais peu importe, en multipliant ça, en disant la valeur, elle est liée au profit futur, elle n'est pas simplement liée au stock, si vous voulez, de machines, etc. Elle est liée au profit futur.
Et donc là, il y a deux théories en fait. Celle de Veblen, Veblen il voit plutôt ça comme une extorsion. Parce que ces valeurs futures, elles vont être créées par l'habileté des ouvriers et tout ça. Et donc, en fait, c'est une façon pour le capitalisme c'est une extorsion. C'est la théorie de l'extorsion de Veblen. Et Commons, lui, dit, en fait, les tribunaux, ou au sens large, hein, parce que c'est dans le cas américain où on a la common law, mais ça peut être d'une façon générale ce qu'il appelle la coutume, et ce qu'il appelle la coutume, c'est tous les types d'arrangements passés qu'on peut avoir. Il dit, on va fixer une valeur raisonnable. Hein, donc lui, il y voit la fixation, enfin il y voit un jugement de raison pour attribuer justement ces valeurs. Alors que Veblen, il voyait de l'extorsion. D'ailleurs, enfin, si on regarde les textes de Commons, il y avait une croyance, mais on la retrouve chez Keynes, on la retrouve chez tous les auteurs jusqu'aux années 30, une certaine croyance dans l'importance de la technique, dans la capacité de la science à résoudre toute une série de problèmes, et y compris une confiance dans les sciences sociales, hein, pour venir faire en sorte que les valeurs raisonnables soient bien des valeurs raisonnables. Évidemment, ça, c'est un peu discutable, y compris avec la vision que j'ai donnée avant d'une bureaucratie qui s'accroît autour des normes, etc. Est-ce que tout ça, c'est effectivement du raisonnable, du vrai raisonnable? Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut garder, hein, avec l'idée de propriété intangible, avec cette idée-là, il faut garder les deux points de vue, à la fois celui de Veblen et à la fois celui de Commons, et du coup, on a quelque chose qui est plus du côté de l'ambivalence. D'ailleurs, alors cette notion aussi de propriété intangible est liée à ce que Commons appelle le stade historique de l'abondance. Et Veblen, mais c'est un peu ce que je vous racontais pour Keynes plus tard, il se distingue de Commons en suggérant que la rareté peut être entretenue, en entretenant en permanence un besoin de consommation. Et donc, en fait, on peut voir, et peut-être que Ivan Illich, lorsqu'il a critiqué, si vous connaissez tout le système des transports, la santé, l'éducation, etc., il parle de monopoles radicaux. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut penser qu'il y a des institutions où il y a des processus qui finalement créent de la rareté. La rareté, c'est un concept très relatif. Donc on voit, est-ce qu'on peut effectivement distinguer, ce qui n'est pas évident, comme faisait Keynes, deux types de besoins. Ceux qui seraient indispensables, disons, à l'existence, à la bonne vie, et ceux qui sont beaucoup moins indispensables. Mais c'est sans doute pas facile de distinguer ces deux types de besoins, mais en tout cas, il y a, ce qui est important, c'est ces institutions, enfin tous ces mouvements qui créent la rareté et qui fait qu'on doit toujours continuer à produire. Alors ça, c'est d'autant plus vrai hein, dans le système. Keynes ramène ça aussi au système de l'argent, des rentiers, à la question des... Voilà. Et si je regarde l'agriculture, je peux décrire des monopoles radicaux avec cette ambivalence. Si je regarde toutes les innovations justement de l'après-guerre, je parlais au début quand on dit... c'est les évolutions récentes qui sont l'industrialisation de l'agriculture. D'un côté, justifiée par l'objectif de sécurité alimentaire, on peut voir toute des innovations, enfin, que ce soit au niveau des engrais, des produits de traitement, etc., qui vont se combiner pour assurer une croissance de la production. Et on va nous dire qu'on a besoin de cette croissance de la production. Et d'un autre côté, on peut y voir des monopoles radicaux. On peut y voir une série de monopoles radicaux qui ont associé les industries d'aval, la recherche, les services de l'État pour faire consommer toujours plus d'engrais, plus de pesticides. Hein, on peut avoir cette double lecture, à la fois une un peu orientée vers, avec l'idée de progrès, en l'occurrence progrès de la production qui permet de nourrir mieux plus de gens, etc. Et puis on peut y voir en fait l'effet de monopoles radicaux. Et au fond, là, je disais un peu de la même façon qu'il ne faut pas confondre propriété et droit de propriété. Il ne faut pas confondre, il y a un droit fondamental à la sécurité alimentaire, je pense, qui est d'ailleurs maintenant affirmé par les institutions internationales, et puis la forme que
que ça prend, c'est deux choses qu'il faut garder en distinction. Il me reste combien de temps? Donc il y a plus que 5-10 minutes. Il y a quelqu'un aussi intéressant sur cette idée de l'ambivalence, c'est Hirschman, qui est à mon avis un des plus grands économistes du XXe siècle. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « 2 siècles de rhétorique réactionnaire ». Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est très intéressant aussi. Et en fait, il montre qu'il y a toujours eu des arguments réactionnaires qui sont opposés au droit civil, mettons au XVIIIe siècle, au suffrage universel au XIXe siècle, à l'État-providence. L'État-providence, c'est l'État social, hein, c'est un peu ce que j'ai parlé, la propriété sociale, au XXe siècle. On pourrait dire aussi, dans son bouquin, il n'en parle pas parce que Ostrom n'était pas encore à la mode, il n'y avait pas encore des critiques, mais c'est pareil, je dirais, contre l'idée de propriété commune à la Ostrom. De la même façon, il y a toujours eu à la fois une critique intellectuelle très importante et qui relève souvent de la même rhétorique, c'est-à-dire on montre que s'il y a des effets pervers, que c'est futile et que ça met en péril un certain nombre de choses. Ce qui est assez intéressant, ça c'est les arguments réactionnaires, mais il ajoute qu'à la fin, le dernier chapitre de son bouquin, c'est que la rhétorique du progrès, elle utilise aussi bien souvent, en les inversant, des arguments rhétoriques. Par exemple, il y a un argument toujours important et qu'on retrouve dans un certain nombre de points de vue aujourd'hui, c'est le péril imminent pour la société. On va utiliser cet argument-là, qui est en fait un argument purement rhétorique. Et que donc, pour que le débat politique puisse avoir lieu, il faut reconnaître la nature profondément ambivalente du mouvement historique. Alors, je ne vais pas développer, mais je vais juste faire une allusion pour la fin, peut-être, parce que c'est aussi des questions qu'on se pose avec Benoît. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure, parce que ça a été utilisé par certains, donc je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont des physiciens, dans quelle mesure la thermodynamique peut expliquer l'évolution du métabolisme énergétique. Il y a un ouvrage qui est un auteur assez connu, Rögen, qui a notamment développé d'utiliser les lois de l'entropie pour l'explication de l'économie. Et il montre, lui, que la croissance économique a un épuisement, une dégradation irréversible de l'énergie des ressources minières, mais d'une certaine façon, il résonne dans un système clos. Avec le deuxième principe de la thermodynamique, je ne vais pas vous expliquer, mais dans un système clos, il y a effectivement ce type d'évolution. Mais il y a d'autres auteurs plus récents. On n'est pas dans un système clos, il y a effectivement l'énergie solaire, on n'est pas dans un système qui est en tout cas complètement clos, loin de là. Et donc il y a des auteurs plus récents qui, nous on essaye de le montrer, mais là je ne peux pas le faire dans des points, justement à partir des transferts écologiques inégaux, qu'il y a ce qu'on appelle des structures dissipatrices d'énergie, et qu'une partie, si vous voulez, de la croissance, c'est effectivement de dissiper de l'énergie. Toutes les institutions, toutes les organisations, tout ça. On peut avoir cette lecture que je ne pourrais pas développer très brièvement. Et là, on arrive à un troisième principe de la thermodynamique, c'est que l'évolution fait que la taille de cette structure ne cesse de s'accroître, parce que la réponse à une crise, c'est encore une structure plus englobante et qui nous menace de crise plus globale. Ce qui fait que les gens qui pensent un peu dans ce sens-là, donc, ont tendance à
à penser à prendre des positions plutôt de type de ce qu'on appelle la décroissance. Nous, on a comparé ça avec Benoît, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, avec les travaux de Georges Bataille, qui a écrit en 1933 un ouvrage économique, il n'est pas connu comme économiste, certes, qui s'appelle La notion de dépense, et puis qui a écrit un très bel ouvrage, je vous conseille, aux éditions de Minuit en 1947, qui s'appelle La part maudite. Et Bataille part aussi de cette idée, c'est-à-dire que la vie, mais depuis le début de la vie, hein, si vous voulez, a finalement, et les sociétés humaines en prolongement de la vie, a pour objectif finalement, enfin pour objectif c'est pas le mot, mais pour aller vite, de aussi consommer l'énergie qui est toujours en excédent. Et donc lui, il propose une économie générale qui s'intéresse, si vous voulez, moins qui s'intéresse finalement à la façon dont est consumé cet excédent d'énergie. Alors, dans son livre, il prend des exemples historiques depuis les Incas, avec les sacrifices humains, etc. Bref, on voit effectivement le capitalisme comme quelque chose qui permet à travers l'accumulation, hein, de dissiper beaucoup d'énergie à travers l'accumulation. Et après, on a effectivement un petit peu de mal, et ça, c'est des points, c'est pour ça que je le livre quand même, sur lesquels je discute pas mal avec Benoît, c'est que ça fait partie des choses très difficiles d'ailleurs à concevoir, c'est qu'il y a une équivalence au niveau de l'entropie avec l'information. Ce qui fait que la bureaucratisation dont j'ai parlé tout à l'heure, toute la création de normes, c'est une autre façon, hein, de continuer cette façon de dissiper l'énergie. Ce qui fait que si on veut, Bataille écrivait en 1933 ou en 1947, si on voulait effectivement avoir une lecture, hein, qui nous ramène avec cette interprétation-là de toutes ces transformations que j'ai essayé d'évoquer, je pense qu'il faut prendre en compte cette forme maintenant et réfléchir quelles sont les formes de dissipation de l'énergie qui correspondent à cette évolution où la bureaucratie a un rôle énorme. J'avais un petit schéma à la fin que j'aime bien. C'est la régulation environnementale en Allemagne. Donc on voit le rythme, c'est ce que j'appelle la bureaucratisation. J'ai un exemple parmi d'autres. La bureaucratisation, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est une vraie conclusion, mais j'en reste là, c'est plus ouvert. Et juste, je vais juste 2 mots pour post-conclusion. Quelles leçons tirer de tout ça? On m'avait demandé, donc à quoi ça sert de s'intéresser à l'histoire des formes sociales, des idées et de l'organisation du monde? Bon, à part donner un regard critique, ça ne sert à rien. Donc il n'y a aucune utilisation immédiate, sauf peut-être une lucidité. L'intérêt, nous, enfin, j'ai pas sur là je dis sur les fictions économiques. Par exemple, le fait qu'il faut nourrir 9 milliards ou je ne sais plus combien d'êtres humains en 2050, c'est une fiction économique. Il y a tous les directeurs d'instituts agronomiques du monde, si vous voulez, n'importe quelle conférence qu'ils font, la première diapo, c'est nourrir le monde et sauver la planète. Nourrir le monde en 2050, c'est donc bien plus tard. Actuellement, on pourra en nourrir 12 milliards, si on voulait. Hein, 100. Mais bon, il faut en nourrir 9 milliards. Ça justifie des investissements, encore plus d'investissements, encore plus de normes, encore plus de bureaucratie, encore plus de colonisation du vivant. Donc voilà, ça sert à un peu de lucidité, et pareil sur les initiatives alternatives, voilà, ça rentre, ça a cette ambivalence. Ce qui fait que dans les communs, d'ailleurs, il y a des auteurs récents, c'est une question qu'on peut se poser,
c'est la ville, bon, c'est un autre, un des auteurs de l'économie sociale qui développe actuellement l'idée de communs, je ne sais plus comment il appelle ça, de communs sociaux, c'est-à-dire de communs qui ont pour finalité l'économie, une économie sociale. C'est-à-dire l'Ausstein, cette vache-là, c'est un commun. Parce que, si vous voulez, les races animales, ça appartient à personne. Il y a toute une organisation, j'ai écrit là-dessus avec des jeunes collègues généticiens. Donc on peut montrer, si vous voulez, que les races animales, c'est un commun. Mais entre le chou de l'Orient, qu'on veut sauver, que 15 agriculteurs en Bretagne s'organisent pour conserver un patrimoine qu'est le chou de l'Orient et l'Ausstein, et dans un cas, on a un monopole radical, finalement, et dans l'autre cas, on a une alternative culturelle, disons. Voilà, ça peut être les deux. Donc, tous les communs vont pas tous dans le même sens. Et du point de vue des communs, justement, l'évolution que j'ai décrite, ça a été à la fois une évolution où les communs traditionnels, les alpages, etc., ont perdu, si vous voulez, de leur rôle, et que justement, il y a des grands systèmes sociotechniques qui se sont créés et qui sont en partie privés, si c'est Monsanto, mais pas uniquement, qui sont aussi en partie des évolutions de plus en plus complexes de systèmes qui impliquent la propriété commune. D'où l'importance d'avoir cette compréhension-là qui peut-être amène un peu de lucidité. Voilà. Enfin, j'aimerais bien. Je vous remercie. Oui, alors moi je suis Franck Comiglietta, je suis un agronome qui vient d'Italie, je suis actuellement ici à résidence à Genève. Et je vais faire deux démonstrations sur ce que vous avez dit. La première, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que l'économie agricole, ça a été solaire et minière après. Parce qu'à mon avis, l'agriculture, ça a été toujours une activité minière. Cette notion d'activité solaire, c'est pas le soleil, l'énergie solaire n'a été jamais limitante. Et quand elle est devenue limitante, comme elle est aujourd'hui, c'est seulement parce qu'on prend des engrais de sources minières. Donc ça peut changer. C'est pas, je pense que c'est une observation qui est assez critique, mais c'est assez important de considérer que l'agriculture dans le domaine humain, ça a été toujours une activité minière. Et vous l'avez noté aussi à propos des États-Unis. La deuxième observation que j'ai faite, c'est justement quand vous avez fini, c'est l'histoire. Maintenant, on peut nourrir 12 milliards d'habitants. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et bon, je l'ai entendu dire plusieurs fois, même dans mon pays, on le dit souvent, mais si on va calculer exactement, on n'arrive pas à nourrir 12 milliards d'habitants maintenant, et on aura un problème à nourrir 9 milliards d'habitants. Ça reste toujours un problème agronomique très important. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre après? Oui. Ça me semble plus. Je suis désolée, je pense que c'est des discussions de fond, donc c'est mieux si on les fait. Oui, mais c'était ma première réaction. Non, mais c'est important de noter la Mais je réaction. pense que